bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans PL Club, votre rendez-vous du jeudi soir avec la Première Ligue et le point de mire. Cette semaine, c'est la 33e journée qui débutera samedi. Bon, c'est un week-end un petit peu particulier parce qu'il y aura aussi la demi-finale de Cup, mais il y aura quand même 6 matchs de Première Ligue à vous proposer. À mes côtés aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François. Bonsoir Jean-François. Bonsoir, tout va bien? Oui, très bien. Vous avez encore des étoiles plein les yeux du match que vous avez commenté dimanche dernier. C'est pas toutes les semaines qu'on a l'occasion de commenter des rencontres comme celle-là, à la fois sur le prestige évidemment des deux équipes, mais aussi sur la qualité de la rencontre. Donc c'était vraiment très agréable. Et Julien, alors vous n'avez pas manqué la moindre miette des rencontres de Première Ligue. Je me suis régalé. Goals of the Day, dès le vendredi d'ailleurs. Non, un très beau week-end et effectivement, quelle apothéose avec ce Man City-Liverpool. Je me suis régalé comme je pense tous les abonnés. Bon, on va en parler évidemment dans quelques instants. On va quand même saluer Christian qui, comme tous les jeudis, est là pour nous apporter des chiffres, des données, des infos importantes, des datas sur les rencontres que l'on va couvrir. Salut Christian. Bonjour messieurs. Alors ce match, évidemment, on va en parler parce que c'était le match de l'année. On va dire que c'est finalement une bonne chose que les deux équipes se sont quittées dos à dos parce qu'il y a encore énormément de suspense dans la course au titre, même si City garde son point d'avance. Il reste 7 matchs à jouer pour les deux équipes. Ouais, et petite rectification, le match de l'année ne veut pas dire le match du titre. Non. C'est évidemment une grosse différence parce qu'on sait que le parcours est extrêmement difficile, notamment pour Liverpool, qui aura sans doute un parcours un petit peu plus délicat que Manchester City. Et puis il y a toujours aussi cette Ligue des Champions qui vient peut-être perturber un petit peu. On sait en tout cas qu'aujourd'hui les deux équipes sont encore en course pour la Ligue des Champions et pour le titre. Et Liverpool pourrait aller chercher, tout comme d'ailleurs, puisqu'ils se rencontrent ce week-end. Oui, ils se rencontrent samedi déjà pour la demi-finale de Cup. Une finale de Cup pour celui qui gagnera. Avant une finale de Ligue des Champions, Julien ? Parce qu'on peut dire que ça ressemble quand même aux deux meilleures équipes européennes du moment. Ben là, ils nous l'ont prouvé en tout cas. Ce qui est sûr, maintenant, par rapport, je vais rester sur la Première Ligue en elle-même, je serais vraiment curieux de voir si Liverpool est encore capable de faire un comeback fracassant. Ce qui serait une surprise parce que, dois-je vous rappeler qu'il y a 2 mois, on annonçait City champion tranquille. Oui, parce qu'ils avaient 12 points d'avance en janvier. Mais attention, il y avait des matchs aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Un petit bémol quand même, la blessure de Kevin De Bruyne, oui. Peut-être celle aussi de Walker, ça pourrait quand même influencer aussi la fin de saison. Absolument, d'autant que... Alors au vu évidemment de sa sortie hier, on pouvait avoir quelques inquiétudes et puis il avait l'air de parler avec le médecin. Est-ce que c'était un coup? Est-ce que c'est un problème plus important? C'est sûr que son impact, en tout cas sur la rencontre de dimanche dernier, a été réel. Moi je dirais que là où peut-être City a fait la différence dans le match, quand je fais la différence, c'est 2-2, donc ils n'ont pas fait réellement la différence. Mais ils ont pris l'avantage à chaque fois. Là où le match était agréable, c'est qu'il était agréable à la fois pour ceux qui aiment, je dirais tout simplement, là, qui apprécient en tout cas la qualité individuelle et collective des deux équipes, mais aussi, je trouve que sur le plan tactique, il y avait un coup quand même très intéressant. À l'exception du but, le premier de Liverpool, on a très peu vu Robertson et Trent Alexander-Arnold. Oui. Je dis à l'exception du premier but, parce qu'il suffit de les lâcher une fois pour qu'ils soient là et qu'ils soient efficaces. Exactement. Mais pour le reste, il y avait un chouette coup tactique de la part, évidemment, de Pep Guardiola de cette rencontre. Donc voilà, tout ça a évidemment participé à ce qu'on vive un beau match. À ce sujet-là, j'ai eu une pensée pour Christian pendant la rencontre, parce que j'avais les chiffres de Christian aux yeux, et donc City qui ouvre le score, qui est l'équipe qui marque le plus dans un premier quart d'heure, et Liverpool qui commence très très fort la deuxième mi-temps et qui fait 2-2. Là aussi, je crois que seul Chelsea marque plus au retour d'un vestiaire. Donc voilà, finalement, les chiffres que Christian nous donne... À l'épreuve des faits, comme dirait Christian. Heureusement, sinon il ne serait pas avec nous. Et Jürgen Klopp qui a dit après la rencontre que ça ressemblait à un combat de boxe. Quelle belle référence. Oui. Dans la rythmique, en tout cas, dans la manière de mettre des coups et de rentrer des coups et de rendre les buts aussi. Ouais, à chaque fois que Wembley va bientôt accueillir un combat de boxe formidable, non? Est-ce que c'est peut-être ça la référence? Oui, c'est vrai. Il y aura bientôt un grand championnat du monde des poids lourds à Wembley. C'est le 23 avril et ce sera évidemment sur Vous Sport World. Allez, on va s'intéresser à la Première Ligue. On va revenir sur les matchs du week-end dernier en voyant le top 5, donc les 5 plus beaux buts. Ball into Mwepu, flag stays down for now. Ball's crossed in, here's Trossard! 1-0 Brighton! Well, they've been waiting a little while for a goal, Brighton, but this one is an excellent finish from Leandro Trossard. Brilliant control from him, just guides that into the far corner, and Ramsdale
He's got absolutely no hope of getting a hand on that. It's a brilliant finish from Trossard. Great pass to Loftus-Cheek. A shooting chance for Mount. What a brilliant strike. Well, he set up the first and he scored the second himself quite brilliantly. And it's 2-0 to Chelsea, and it's no more than they deserve. The one by Kane. Kulusevski evades Cash. Kulusevski, oh, what a finish! Dejan Kulusevski, what a signing this young man has been. They've been second best for most of the game, but they've struck at the start of the match and at the start of the second half. Oh, it's through for Pukki. Pukki to win it. 2-0 Norwich City. They have thrown themselves a lifeline and have done some serious damage to Burnley in the process. That surely will be enough for the 3 points to stay in East Anglia. Ball by Alexander-Arnold, an even better one by Salah. What a goal! Sadio Mane! That is sensational by Liverpool. 50 minutes into the second half. A wonderful ball by Salah. The finish was terrific by Sadio Mane. Superbe but de Mané, mais superbe but collectif. Oui, mais la qualité des passes, du passing dans cette rencontre était extraordinaire. Je pense que Julien en avait touché un mot dans l'Europe des 11 de lundi. Hein. La technique individuelle et collective a été... On l'a touché le plus haut niveau. ouais, là. le plus haut niveau. Bon, un Belge aussi dans le top 5 des buteurs. Ça fait plaisir de voir Leandro Trossard. On va en parler d'ici quelques instants. On va quand même avoir le bilan traditionnel après 32 journées, même si on sait que les 320 matchs, normalement, que devaient compter les 32 journées, n'ont pas été joués. Il en reste encore 11 de retard. Alors, on l'a dit, ce week-end, ça va être 6 matchs de championnat. Il y en aura encore 6 entre le mardi et le jeudi. Donc, restez bien jusqu'au bout de l'émission parce qu'il y aura le programme. À la fin, toujours meilleur buteur. Mo Salah, il n'a pas marqué dans ce gros match à Manchester City. Attention, 20 buts, il n'a marqué qu'un but sur les 5 dernières journées. Mais sa passe décisive, là, vaut un but. Bien hein. sûr, non, je dis pas. Mais il y a quand même Son qui revient, il a 17 buts 17. maintenant, Son. Son revient à grande vitesse derrière lui. Il est dans l'équipe qui cartonne pour le moment. Donc, Effectivement. voilà, c'est ça. Puisqu'on va parler aussi d'un moment donné de cette course au top 4. Oui, à la Ligue des Et on Champions. s'était tellement inquiété pour Tottenham à un moment donné. Ça a l'air d'aller quand même beaucoup Antonio mieux. Conte le premier, hein, c'était inquiété. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Ouais. son discours après certaines défaites était plutôt inquiétant, mais ça va beaucoup mieux. Et c'est un très bon teaser parce que le premier rendez-vous du week-end, c'est samedi et ce sera Tottenham face à Brighton. On en parle après ce clip de présentation. Can finish it. Mopé. It's a superb Harry Kane finish. Tottenham qui a donc pris cette 4e place le week-end dernier, 4e avec 57 points face à Brighton, 11e et 37 unités. Une équipe de Brighton qui n'est pas menacée par la relégation et qui est trop loin des places européennes. Donc c'est une équipe qui termine le championnat en roue libre. Ça ne les empêche pas d'aller gagner certains matchs importants. On commence avec cette équipe de Tottenham et on va tout de suite se diriger vers Christian. Tottenham, eh bien, c'est l'équipe la plus efficace d'un point de vue offensif en 2022. C'est exact. Quand on regarde, ils sont au-dessus de Liverpool, de Manchester City et de Chelsea, et de loin par rapport à Manchester City et Chelsea en 2022. Ils ont déjà marqué 34 buts cette saison, 34 buts, et là-dedans, il n'y a que 1 but sur phase arrêtée et 1 but sur penalty. C'est impressionnant, ça déroule. Alors, comme vous l'évoquiez juste avant de lancer ce sujet-là, c'était la tragédie Antonio Conte il y a quelques mois en disant je suis prêt à démissionner, je suis prêt à... Je ne sais pas ce qui se passe avec cette équipe, j'ai jamais eu ça, j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais eu autant de défaites consécutives depuis ma carrière. Et puis là, voilà, il déroule de nouveau. Donc, ça pose encore une fois de plus le problème de se dire mais... Est-ce qu'ils savent réellement quand ça va et quand ça ne va pas? Alors c'est sûr qu'ils sont dépendants de 3 joueurs maintenant puisque Kulusevski s'est ajouté à Son et Kane. Quand eux fonctionnent à plein régime, c'est impressionnant offensivement et ils le démontrent avec ce classement.
C'est 4 victoires consécutives pour Tottenham et en plus ils ont profité le week-end dernier des défaites des concurrents Manchester United, West Ham et Arsenal qui avaient tous perdu. Donc c'est une excellente opération. Ils sont plus que jamais favoris à la 4e place parce qu'en plus de marquer des buts, ils en ont encaissé que 2 sur ces 4 victoires consécutives. Donc même au point de vue défensif, ça va beaucoup mieux. Oui, c'est un grand bonheur pour cette équipe. Le week-end dernier était parfait pour eux. 0-4 à Aston Villa. Oui, et puis 0-4 à Aston Villa, mais surtout 4e victoire consécutive, surtout de voir que les autres perdent des points. Arsenal avait quand même, on en reparlera tout à l'heure, mais son sort entre ses mains, et là, les Gunners sont dans toute autre situation. 7 matchs de Première Ligue en marquant au moins 2 buts, qui confirment évidemment la statistique de Christian là maintenant. Sur les 3 dernières victoires à domicile, 13 buts marqués. Donc voilà, c'est une équipe qui a retrouvé de l'efficacité offensive, de l'efficacité défensive aussi, dans laquelle peut-être on peut souligner l'importance peut-être du mercato d'hiver. Oui, Kulusevski et Bentancur. Et Bentancur, qui sont quand même 2 joueurs qui ont apporté pour l'un de la stabilité aux côtés de Højbjerg et pour l'autre, je dirais, de l'efficacité offensive. Je vous reprends, c'est pas de la stabilité. Bentancur, c'est le milieu de terrain. Il m'a impressionné. J'ai eu la chance de faire Tottenham-Newcastle 5-1 il y a de ça maintenant 15 jours. Exceptionnel. Il sent le jeu, la verticalité, la fluidité en fait. C'est vraiment, j'ai l'impression, cette place où Antonio Conte avait du mal. Il avait essayé Ndombele, qu'il a laissé partir tranquillement à Lyon. Donc il l'a stabilisé. Même Sissoko avant avait joué parfois là. C'était pas lui avant, évidemment. Il a vraiment embelli. Enfin voilà, je pense qu'il y avait une place à trouver à quelqu'un. Il a trouvé le. Mais on notera quand même que. Manquant. Vous avez raison. Mais Conte se rendait bien compte qu'il y avait quelque chose là qui manquait. Il y a eu Winks aussi qui a joué Skip, si je me souviens bien. Il a cherché au travers de divers profils. Et finalement, ce qui est intéressant dans le mercato, c'est d'aller chercher 2 gars, mais qui correspondent pour l'un à ce qu'il avait besoin au milieu du terrain, et pour l'autre à ce qu'il avait besoin sans doute devant, pour épauler aussi le fameux duo, parce que là aussi il a cherché. Donc en fait, il ne cherche plus en fait. Il a les 2 solutions qui sont à sa portée. Et ça a été vite, parce qu'ils sont arrivés au mois de janvier et qu'on voit Kulusevski, la manière dont il s'est adapté, c'est assez impressionnant. C'est rare qu'un transfert du mois de janvier soit aussi rapidement efficace. Et ils ont tout joué depuis tous les 2. Et j'insiste aussi sur ce que dit Jean-François, c'est très juste. Le mercato, parce que j'ai envie de mettre ça en perspective, Man United, le mercato d'hiver, ils avaient déjà peut-être fait assez l'été. Arsenal, le mercato d'hiver, ils ont surtout perdu Aubameyang. West Ham n'a pas fait de transfert. Donc finalement, Tottenham est peut-être l'équipe qui va peut-être gagner ce ticket grâce au mercato. Après, comme le disait Christian, on ne sait pas quand ça va, on ne sait pas quand ça va pas, parce qu'au début, on ne disait pas ça. Sur le mois de, on va dire la première partie du mois de mars et sur le mois de février, c'était quand même délicat. C'était une équipe qui gagnait et qui perdait le match après. L'élimination en Cup à Borough aussi, qui a fait beaucoup de mal. Et je rappelle, Antonio Conte qui va chez Lévy et qui dit, moi je ne sais rien faire avec cette équipe. Et qui critique même ses joueurs, qui dit qu'il n'y a pas assez de qualité. Qui était prêt à démissionner. Oui, mais qui va chercher, c'est vraiment ça qui est intéressant, tout à fait. Les 2 pièces manquantes. Et puis surtout, et c'est vrai que les 2 gars réussissent très bien. Après, quand vous avez autant la confiance de votre entraîneur, vous arrivez déjà. Et quand même, il a attendu, je pense, 1 match et demi avant de les mettre titulaires, parce qu'il fallait aussi qu'il les intègre un petit peu. Mais dès qu'il a senti, parce que en fait, quand il redémarre après le mois de janvier, ça ne fonctionne pas exactement comme il veut non plus. Et là, il fait la modification, il met. Je crois qu'il les fait rentrer d'abord au jeu la première fois, et puis il les met titulaires le match suivant. Et là, clac, la machine s'enclenche, et puis c'est quasiment parti. Donc, oui. Mais à voir, Tottenham avec Bentancur, là, c'est vraiment, ça vaut le détour. Alors Christian, il y a un joueur qui n'a jamais été critiqué avec Conte, ou même avec avant Nuno Espirito, Santo, ou même Mourinho et ceux qui ont précédé, Pochettino, c'est Hudminson, parce que lui, quand il est évidemment à 100% de ses capacités physiques, c'est un joueur qui est toujours présent et qui fait la différence. On l'a dit, il est en train de remonter au classement des buteurs et là, pour le moment, il est dans une période extrêmement faste, peut-être la meilleure de sa carrière à Tottenham. Dans la continuité de ce qu'il a fait depuis son arrivée en Angleterre, c'est-à-dire qu'il peut être présent avec n'importe quel entraîneur, il performe. Là, il explose complètement, il est à 17 buts, il devient 2e meilleur buteur, il s'accroche à la 2e place au classement des buteurs. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce joueur-là, il est vraiment dans l'identité de Tottenham, c'est-à-dire de marquer dans le jeu rapide. Il a 6 buts sur jeu dominant rapide, c'est le meilleur joueur dans ce domaine-là, et il a 4 buts sur reconversion rapide. Donc ce sont des joueurs qui se projettent rapidement vers
l'avant. Il ne marque pas tellement, et on l'a regardé en préparation avec Julien, il n'a pas marqué beaucoup de buts sur phase arrêtée depuis son arrivée en Angleterre, c'est seulement 6. Mais de plein jeu, dans la faculté d'accélération, dans la faculté de terminer des actions dans la vitesse, il est vraiment impressionnant. Et maintenant, avec l'apport de Kulusevski, qui est un peu, je vais dire, il est un peu ce premier point d'attache par lequel les ballons passent offensivement. Mais voilà, il donne des assists pour Son, donne des assists pour Kane. Et donc, avec la stabilité de Betancourt, qui en fait résout les problèmes défensifs de la défense que Jean-François a souvent évoqué pendant les émissions en disant ça flotte souvent, que ce soit avec l'un, avec l'autre, que c'est après le départ d'Alderweireld et de Vertonghen. Voilà, donc il y a un ensemble maintenant qui fonctionne, et à l'arrivée, en conclusion, il y a Son qui est en super forme. Je vous propose de revoir les 4 buts marqués à Aston Villa le week-end dernier, parce que pour moi c'est le symbole de la complicité entre ces joueurs-là pour le moment. C'est de l'amour, hein. C'est de l'amour. Avec Kane qui n'a même pas marqué mais qui a fait les assists. Son qui a réussi quand même le triplé. Kulusevski qui a marqué un but, qui a réussi un assist. Et d'ailleurs, depuis que Kulusevski est arrivé, c'est-à-dire depuis février, si on ajoute les goals et les assists, Kane est numéro 1, Son numéro 2, Kulusevski est numéro 3, pas seulement à Tottenham, mais de toute la Première Ligue, c'est 13 buts et assists pour Kane, 12 pour Son et 9 pour Kulusevski. Incroyable. 7e saison de Mingson en Première Ligue, 17 buts la saison dernière, il a déjà donc atteint son bilan de la saison passée. Et c'est marrant, je regardais un petit peu mois par mois, c'est un petit peu à l'image de la saison finalement de Tottenham, parce que les 4 premiers mois de la compétition, il est à 1 but maximum par mois. Au mois de décembre, il va bien, 4 buts en 5 matchs, à peu près 1 but par rencontre. En janvier, il se blesse au mollet. Et puis février, mars, c'est 2-3 buts. Et puis maintenant, avril, il est là. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression, c'est parallèle à la forme de son équipe, ce qui est finalement logique. C'est parallèle aussi à la forme de Kane, parce que sur les 3-4 premiers mois de la saison, Kane était quand même plus qu'invisible. Et là, il a à nouveau retrouvé ça, c'est la bonne toutes question. ses sensations. Oui, mais est-ce que Kane revit parce que le collectif est plus performant? Est-ce que c'est le collectif qui est entraîné par Kane? Moi, j'opte plutôt pour la première solution, c'est-à-dire que Kane avait besoin de se remettre d'abord mentalement, carrément dans le projet, dans le groupe, etc. Donc là, je pense que c'est fait. Mais surtout, c'est le collectif qui, de nouveau, le rend meilleur. Un joueur est quand même toujours dépendant, je pense, de ça aussi. Oui, mais c'est intéressant ce que Serge dit, parce qu'effectivement, quand Kane n'allait pas bien, Son n'allait pas vraiment bien avec maximum. Il allait un peu mieux, mais c'était pas non plus ce qu'on voit maintenant. Donc ces deux-là ont mais besoin... Mais Tottenham, dans son ensemble, n'allait pas très bien non plus. Après, c'est venu, voilà, tout se tient en fait. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand je regardais les images ici, je me disais, tiens, Brighton, justement, que leur adversaire de ce week-end, ils les ont rencontrés le 16 mars dernier, donc c'est vraiment une des récentes victimes, voilà. Et dans le profil de ce qu'on vient de voir maintenant, la victoire 0-2 remportée à Brighton, c'était à la fois sur un coup un peu chanceux, à l'image du premier but ici qu'on vient de voir, avec finalement une frappe contrée qui revient dans les pieds. Là, c'était une frappe déviée et un but. Et puis, le deuxième but, c'était une transition offensive rapide, une attaque rapide. Enfin, non, même pas, c'était une reconversion. Et par l'axe, avec justement Kane qui marque le but. Un peu comme les buts marqués à Aston Villa, effectivement. Ouais. Donc c'est vraiment cette identité-là qui aujourd'hui est bien marquée dans cette équipe de Tottenham. Alors on parle de complicité, Christian, on peut parler aussi de complémentarité, notamment dans le timing des buts marqués entre Kane et Son. Les deux se complètent. C'est là un peu que j'ai un doute par rapport au reste de la saison. C'est qu'en fait, ils sont tellement dépendants de 3 joueurs actuellement offensivement, et ils sont tellement dépendants de cette complémentarité. On le voit ici, Kane est quelqu'un qui marque énormément dans la première heure, et Son qui marque beaucoup dans la dernière demi-heure. Donc ils sont vraiment complémentaires, ils prennent le relais dans l'efficacité. Et en plus, avec Kulusevski, il y a cette dépendance avec ces 3 joueurs. Et donc j'ai peur que s'il y a une petite faiblesse de l'un ou l'autre, que les résultats s'en ressentent, parce que derrière, il n'y a personne qui peut combler ça. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir semaine après semaine que ça continue, que cette complémentarité est là. Mais voilà, moi je dis toujours, quand le plan A fonctionne bien, mais qu'est-ce qu'on fait quand il faut passer au plan B, s'il y en a un? Est-ce que tout le monde n'est pas dépendant, Christian? C'est ça la question que je me pose. Je voyais jouer d'autres grands champions d'Europe. Après, peut-être City à part et peut-être Liverpool, même si je crois que Liverpool est dépendant de ses joueurs aussi. Donc oui, ils sont dépendants, mais est-ce que tout le monde ne l'est pas finalement?
Oui, on est dépendant, mais il faut une alternative. À City, quand il y a un joueur qui est blessé ou qui n'est pas là, ben, il y en a d'autres qui les remplacent parce qu'il y a 15, 16, 17 joueurs qui sont capables de marquer. Chelsea, c'est pareil. Liverpool, c'est pareil. On a vu que Salah, ça allait un peu moins bien sur les 5 derniers matchs, mais Jota est là, Mané est là, ils font le boulot. Et donc, ils compensent quand il y a d'autres qui sont un peu en méforme. Ici, à Tottenham, quand il n'y a pas Son et qu'il n'y a pas Kane, il n'y a personne. Il faut compter sur Lucas Moura et Bergwijn. Oui, mais c'est quand même. Allez, bon, il y a pire comme joueur que Moura et Bergwijn. Ouais. Bon, ceci dit, les trois, pour le moment, ont l'air d'être en pleine forme. Hein. Donc là, on spécule un petit peu. Il n'y a pas de blessés. Mais c'est vrai que. Mais en même temps, c'est marrant parce que finalement, Christian explique ça et la logique veut que les trois clubs qui viennent citer sont au classement devant Tottenham. Donc il y a une certaine, évidemment, logique dans tous ces propos-là. Mais en même temps, quand vous citez Bergwijn et vous citez. Lucas Moura, je me dis... Ils ont déjà rendu des services à Tottenham ils ont aussi. déjà rendu sérieux service et on sait quand même que ce sont des joueurs quand même de qualité. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont moins... Enfin, des clubs qui sont peut-être moins bien lotis. On peut se poser la question, par exemple, quand on parle de West Ham qui est en concurrence pour le top 4, je ne suis pas sûr que West Ham, en dehors de son équipe type, soit aussi bien fourni que ne l'est Tottenham. Non, effectivement. D'ailleurs, à part Michael Antonio, il n'y a pas vraiment d'autres attaquants. Il faut compter sur Bowen, qui est un joueur plutôt de couloir, etc. etc. Bon... Parmi les blessés à Tottenham, pour le moment, il n'y a que Doherty et Tanganga depuis un petit peu plus longtemps. Donc pas de panique en tout cas d'un point de vue offensif. Conte a été quand même testé positif au Covid. Donc un petit doute quand même sur sa participation à la rencontre de samedi face à Brighton. Juste un truc, Conte, depuis qu'il est là, je pense avoir lu cette information, que c'est lui qui a pris le plus de points derrière City et Liverpool. Donc plus que Chelsea en fait, sur la période évidemment où il était là. On sait que Chelsea a eu quelques matchs compliqués. Oui. Méfiance à cette équipe quand même de Brighton qui reste sur une belle victoire. Ben justement, on va en parler parce que si on regarde les performances, Christian, de Brighton face au top 6, on se dit que c'est très compliqué cette saison. Hein. C'est une équipe qui notamment avait perdu, je l'avais noté, je crois que c'est 6 défaites d'affilée. Et puis il y a eu un partage et puis le week-end dernier, ils ont quand même réussi à gagner. Mais on va découvrir le tableau, Christian. Contre le top 6, c'est très peu de victoires, très peu de défaites, mais à l'image de cette équipe qui a quand même réalisé 13 partages cette saison, c'est l'équipe qui a la meilleure performance dans ce domaine-là. Alors je ne sais pas si c'est une performance parce que 13 partages, c'est 13 points sur 39, donc c'est quand même que 33% des points. Mais pendant ce temps-là, psychologiquement, ils ne perdent pas. Voilà, donc le résultat contre le top 6, c'est pas extraordinaire, mais pour une équipe de ce niveau-là, c'est pas mal non plus. Moi, je trouve quand même une équipe qui va chercher un point à Liverpool, on s'en souvient avec Trossard, qui va chercher un point à Chelsea. 2 points face à Chelsea, à l'aller comme au retour. Donc c'est pas si mal, évidemment. On les avait embellis en début de saison. On savait que leur place était entre la 15 et la 16e place. Bon, là, c'est mieux. Là, c'est la 11e. Moi, je pense que vers la 10e place, c'est plutôt... Ça fait 4-5 ans que c'est un club qui flirte quand même toujours avec le bas tableau, sans y être intégré. Ce qui est important, parce qu'on sait que les places sont chères en Première Ligue. Ils sont 11e, donc c'est vrai, ils sont dans le... Par contre, oui, et en même temps, je me dis, tiens, finalement, pour une équipe comme Brighton, comme ça, sur une fin de saison, le seul plaisir, finalement, c'est d'enchaîner, peut-être avec la bonne performance ici. Je crois que le plaisir, c'était d'embêter Arsenal le week-end dernier, parce que là, évidemment, ils ont été gagnés. Oui, mais au-delà de ce plaisir-là, maintenant, pour eux, c'est d'enchaîner les bons résultats, les bonnes prestations, se mettre individuellement et collectivement, peut-être en avant. Préciser quand même que cette équipe... Ça, c'est peut-être le petit point quand même, est plus à l'aise à l'extérieur qu'elle ne l'est à domicile. Oui, mais on l'a dit, il y a eu 6 défaites, puis il y a eu un partage et la victoire Arsenal. Je vous propose de revoir les buts. On en a déjà vu un dans le top 5, le but de Leandro Trossard, superbe d'ailleurs, hein, sur cette passe en retrait et ce ballon placé. Il y a eu un but aussi de l'excellent Enoch Mwepu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce joueur. Très il est bon passé match. par Salzbourg. Il a été blessé cette saison, donc il n'a pas énormément joué avec Brighton. Mais franchement, regardez, c'est peut-être le plus beau but marqué par Brighton cette année. Franchement, d'un point de vue collectif, c'est un but assez exceptionnel. Et Mwepu qui était à l'assist sur l'ouverture du score. Tout à donc fait. vraiment, joueur... Bon, nous, on a envie de dire que c'était Trossard, forcément. Mais il n'est pas loin du titre d'homme du match aussi. Donc c'est une équipe qui a des qualités, mais qui a des problèmes offensifs. Elle a quand même du mal à marquer. On l'a vu sur cette période, il y avait eu 6 défaites consécutives. Ils avaient marqué un but en 6 matchs. Ouais, 7 matchs sans victoire, puisque c'était la fin de série d'une série de 7 matchs. Mais c'est une équipe qui a peut-être du mal à marquer, mais qui, quelque part, est-ce que c'est totalement illogique de se dire qu'une équipe qui est 11e du championnat d'Angleterre
éprouvent parfois des périodes un peu moins bien, on va dire. Oui, mais si Sinon, on écoute notamment les consultants en Angleterre, c'est une des équipes qui propose le plus de jeux de tout le championnat, mais qui a toujours ce problème devant le but adverse, qui n'a pas cette efficacité. Mais dans le contenu, c'est toujours une équipe qui est intéressante à voir jouer. C'est toujours la fameuse analyse des expected goals. Oui, on en avait parlé avec Christian d'ailleurs cette saison. oui, bon. Bon, on va analyser effectivement le côté offensif, Christian. Et on voit qu'en 2022, effectivement, on l'a dit, ils ont marqué peu de buts. 11 buts en 2022. Alors là, c'est très intéressant parce que si on regarde l'aspect positif, on se dit, bon ben voilà, Brighton, c'est une équipe du milieu de classement, ils sont en roue libre, ils peuvent se permettre de perdre 6 matchs d'affilée et malgré tout être 11e au classement. Mais on peut quand même observer une chose intéressante, c'est que si on regarde sur ce tableau, voilà, il n'y a pas... En 2022, il n'y a que 2 équipes qui font plus mal qu'eux de manière offensive, c'est Burnley et Watford qui sont 2 descendants potentiels. Donc là, on peut se poser quand même des questions. Alors, c'est vrai, il y a un jeu chatoyant, c'est vrai que si on fait les expected goals comme la saison passée, ils devraient être plus hauts, sauf qu'ils ne le sont pas et que ça se répète et qu'ils doivent se contenter finalement de beaucoup de partage. Ce qui est un peu... paradoxal, puisque Jean-François disait oui, finalement on est tous un peu dépendants. Oui, là ils sont dépendants d'un seul joueur pratiquement, c'est Neil Maupay qui n'a marqué qu'un but en 2022, et s'il lui marque pas, il n'y a personne qui marque derrière. Et donc on le voit, pour une équipe de ce milieu de classement, je l'ai souvent répété, pour pouvoir revendiquer quelque chose, il faut être bon sur phase arrêtée et il faut être bon sur le jeu rapide. Et là, comme vous pouvez le voir, sur les 11 buts marqués en 2022, il y a 0 but sur jeu rapide, 0 but sur reconversion rapide. Donc c'est pratiquement impossible, parce qu'une équipe de ce niveau-là ne sait pas s'imposer tout le temps dans les 40 derniers mètres, ne sait pas toujours marquer sur des buts comme ils ont marqué sur le deuxième but contre Arsenal. Et donc, fatalement, c'est normal qu'il y a des problèmes et que l'efficacité est réduite. C'est tout à fait logique. J'ai envie de répondre, parce que c'est intéressant, je trouve, ce que dit Christian. Imaginez, 6 défaites consécutives, vous restez quand même dans le ventre mou du classement. Mais ils ont commencé fort la saison. Oui. Ça veut quand même dire un moment que la Première Ligue... Il y a un double championnat, ça on le sait, même peut-être un triple championnat. Il y a le haut de tableau, et puis en bas de tableau, là, c'est quand même anormal qu'une équipe qui perd 6 fois ne soit pas directement en zone rouge. C'est parce que les 3 derniers ne gagnent pas non plus. Elle était dans le top 3, mathématique. top 4 sur le début de saison, cette équipe-là. Donc si elle perd 6 fois, elle se retrouve dans le ventre mou. Si elle perdait encore 6 fois maintenant, elle se retrouverait peut-être à jouer la relégation. Tout ça pour dire, on a encensé Graham Potter. Voilà, je pense que là aussi, il faut remettre Graham Potter en perspective de ses résultats. On l'a annoncé à un moment à Tottenham, il me semble, à United. On l'a annoncé un peu partout. Il sera à un moment dans un club, peut-être du Big Four, en tout cas du Big Six, certainement. Et alors, une deuxième réflexion, c'est par rapport aux chiffres que Christian nous montre sur Neil Maupay notamment. Il rate un penalty, mais c'est scandaleux à ce niveau-là. Brighton-Norwich 0-0, il a le penalty de la victoire et il le rate lamentablement. Quand vous êtes meilleur buteur du club, c'est impardonnable. Je vous propose de voir le dernier but de Neil Maupay. C'est le seul but d'ailleurs en 2022, c'était en février du côté de Watford, mais il n'était même pas dans le 11 de base le week-end dernier, il était sur le banc. Il était sanctionné. Voilà, c'était Welbeck qui était titulaire avec McAllister, qui n'est pas vraiment un attaquant, qui tournait autour de Welbeck, qui est quand même un vieux de la vieille, entre guillemets, en Première Ligue. Pas mal, en tout cas sur le nom, Welbeck, c'est quand même un joueur qu'on a vu. Mais oui, mais il faut tout relativiser. En fait, j'ai l'impression que... c'est pas négatif ce que j'ai dit, c'est pas pour dénigrer Welbeck, mais c'est un excellent attaquant. Mais bon. J'entends les analystes anglais, etc. On rebondit toujours sur tout en disant, on a l'impression qu'à un moment donné, il va y avoir 16 champions. Ben non, il n'y a pas 16 champions. Il y a forcément un champion, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et on va toujours trouver des trucs à redire sur le 11e, sur le 12e, qui ont forcément moins de moyens, moins de talent, moins d'attaquants, moins d'efficacité, etc. Donc tout ça est assez, somme toute, logique. Ce qui était formidable et anormal par rapport à Brighton, c'était le début de saison. Ce qui est anormal par rapport à Brighton, c'est de gagner 0-2 face à une équipe comme Arsenal qui passe complètement à côté. 1-2, 0-2. Laissez-leur quand même leur but. Oui, okay. mais pour le coup, ça c'est pas la normalité. Oui. Ça c'est vraiment le truc qui est gênant. C'est évidemment une victoire inattendue. Eux maintenant, oui voilà, mais enfin pour Brighton, le match ici, ils vont pouvoir le jouer relativement libéré face à une équipe qui, elle, par contre, doit quand même être sur ses gardes.
même si à Tottenham... Attention, c'est 5 matchs à Londres pour Brighton, c'est 0 défaite. C'est 3 partages et 2 victoires cette saison à Londres. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, par contre, il reste sur 7 défaites consécutives face à Tottenham. Donc je ne sais pas par quel côté il faut rentrer dans ce match. Je ne sais pas non plus, mais en tout cas, si je dois me mouiller, j'ai l'impression quand même que les joueurs de Conte vont ce week-end passer au-dessus de cet obstacle, j'ai envie de dire, de Brighton, qui n'a pas l'air d'être l'obstacle le plus compliqué d'ici la fin de saison. Alors, on va profiter évidemment de cette rencontre de Tottenham face à Brighton pour parler de la course au top 4. Tottenham a pris une option. Bon, ils ont un match de plus qu'Arsenal qui est à 3 points derrière. Et on va peut-être justement voir le tableau avec l'état de forme des poursuivants directs, Christian, de Tottenham, c'est-à-dire Arsenal, c'est-à-dire West Ham et Manchester United, parce que West Ham pour le moment est devant Manchester United à la différence de but avec le même nombre de points, c'est 51 points. Qui se ressemble, s'assemble sur cet état de forme sur les 5 derniers matchs. Ils ont pris 6 points pour West Ham, 6 points pour Arsenal et 5 points pour Manchester United. C'est un désastre à ce moment-ci de la saison. Si on veut revendiquer quelque chose pour les places européennes et pour être pratiquement peut-être dans le top 4, voilà, ils ont chacun eu leurs 5 matchs. Ils ont 5 victoires cumulées à eux 3. On a l'impression de parler de Leeds, Burnley et de Watford. Et en fait, on parle de West Ham, Arsenal, Manchester United pour la 4e ou la 5e place. Voilà, c'est la panne au plus mauvais moment, même s'il y a des circonstances différentes selon les clubs. On va commencer avec Arsenal, qui joue à Southampton ce week-end et puis qui, mercredi prochain, jouera son match de retard à Chelsea. 0/6, défaite à Crystal Palace, défaite à domicile face à Brighton, alors qu'il y a 10 jours, tout le monde disait qu'Arsenal était favori à la 4e place. Que s'est-il passé du côté de l'équipe de Mikel Arteta ? Je ne sais pas, mais 3 défaites en 4 matchs pourraient être encore plus désastreux. Oui, parce qu'il y avait eu Liverpool un peu plus tôt. Voilà, ils ont leur sort entre leurs mains, ils sont bien, tout a l'air de bien se passer. Ils jouaient même plutôt bien à un moment donné, et puis patatras. Et puis moi, ce qui me dérange un petit peu, je vais vous dire, c'est la déclaration d'Arteta après la dernière défaite qui met en cause la mentalité de ses joueurs. Très bien de mettre en cause la mentalité des joueurs, mais le choix tactique opéré lors de cette dernière défaite face à Brighton, de mettre Xhaka sur le poste de latéral gauche. On rappelle pourquoi, parce que Tierney est blessé, ne jouera plus cette saison et que Nuno Tavares a fait un mauvais match à Palace. Et il avait été sorti à la mi-temps, donc là déjà il avait été un petit peu en difficulté. Oui, mais Xhaka arrière gauche, moi je suis d'accord avec vous. C'était déjà arrivé avant, mais il n'a jamais été vraiment performant à ce poste-là. Et c'est en plus de mettre Xhaka arrière gauche, c'est déforcer complètement le milieu de terrain parce que Partey en plus est blessé. Ouais. Et on retrouve donc le pauvre Sambi qui est tout seul dans l'entrejeu avec Smith Rowe et Odegaard qui jouent devant lui. Et ça se passe mal, donc voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, ça faisait un mois avec la victoire à Watford était vraiment le symbole de tout ça. C'était un jeu chatoyant. On jouait de là une touche de balle, deux touches de balle. Ça respirait l'envie de jouer au foot. Et maintenant, on retrouve le Arsenal qui s'est... Finalement, je trouve, face à Brighton, ils ont démarré le match, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il n'y avait pas de projet de jeu. La mise en place semblait un peu branlante. Donc, difficile. Et si Saka et Smith Rowe, qui en plus n'est pas toujours titulaire, ne font pas la différence, Lacazette marque quand même très peu, même s'il travaille énormément devant, c'est pas un buteur, ça pose quand même beaucoup de problèmes à cette équipe. Oui, je suis d'accord, mais en même temps, il y a quelques semaines, on avait un discours tout différent. Oui. Donc on avait le sentiment tout à coup qu'il y avait un truc qui se passait, c'était presque le club hype du moment, et c'était formidable, et tout allait bien, il avait trouvé toutes les solutions. Et puis ici, il retape sur son équipe, sur la mentalité de son équipe, les choix tactiques sont bof, les résultats sportifs sont en deçà. Moi, je suis en train de me dire, quand on sait quel est l'enjeu, qui est quand même un ticket pour la Ligue des Champions, qu'on sait également ce que ça peut... Qu'Arsenal n'a plus connu depuis ces 5 ans maintenant. C'est la Gazzetta qui estime à 50 millions une qualification Ligue des Champions. Mais c'est ça qui est absolument incroyable, c'est quand ils vont faire les décomptes sur les chiffres qu'on vient de voir avec Christian maintenant, et qu'ils vont dire, en fait, est-ce que c'est pas finalement celui qui va être le moins mauvais qui va accéder à cette 4e place, et à ce jeu-là... On peut se poser la question, effectivement. Et à ce jeu-là, les Spurs ont l'air d'être bien partis, puisque eux sont dans une dynamique positive, là où tous les autres sont en train de se planter. Arsenal, un mot sur Arsenal, Christian ? Oui, il faut quand même se rappeler qu'on a 3 périodes cette saison qui ne se sont pas bien passées. Les premiers matchs, les tout premiers matchs, puis la période fin novembre, début décembre, où ils font quand même aussi 3 défaites sur 4 matchs, et maintenant ils refont 3 défaites sur 4 matchs. Donc il y a des vagues comme ça, successives,
qui les empêche finalement de vraiment toucher le top. Quand on voit les autres équipes comme Manchester City et Liverpool qui sont vraiment constants et qui restent constants du début à la fin, eux ici ont des creux et c'est le 3e de la saison et on n'est pas encore à la fin. Donc c'est ça qui est inquiétant en fait. Mais vous voyez, encore une fois, City, Liverpool, eux, ne perdent pas de points. Et puis alors, les points perdus, c'est... Non, mais ils sont largement devant. C'est pas le même championnat, comme disait Jean-François. C'est tout à fait vrai. Mais on voit par contre que derrière eux, on perd des points bêtement en chemin, quoi, un peu partout. Un équilibre toujours aussi fragile du côté d'Arsenal, même avec Arteta qui est là depuis un peu plus de 2 ans. West Ham, cette équipe de West Ham, un petit peu Je peux différent. dire juste un petit mot sur Arsenal. Je parce vous que en prie. Un tout petit, mais ils doivent quand même faire un tout petit peu attention. Ils vont chez Southampton. Oui. Southampton vient de prendre une claque Face à Chelsea. C'est pas un bon moment pour aller à Southampton. Non, bien sûr, ils vont vouloir se C'est tout, je reprendre, voulais fermer, je ferme fait. la parenthèse, mais ils vont avoir Oui, on sait que Southampton aussi, c'est une équipe un match qui va compliqué, comme ça. exactement. Et comme ils ont fait ça maintenant, ils risquent peut-être de faire ça contre Arsenal. Un mot sur West Ham. Bon, on sait que l'Europa League ce soir, ce match à Lyon est capital. C'est une équipe quand même qui donne l'impression toujours de jouer, de surperformer par rapport à leurs moyens, parce qu'il y a quand même un noyau très étriqué. Ouais. Mhm. Moi, je les sens bien se qualifier à Lyon. J'espère que je ne dis pas une grosse bêtise quand on verra la rediffusion. Ils ont été valeureux au match aller, en jouant à 10 pendant quasiment Ils sont durs plus d'une mi-temps. à sortir. Moi, je vois bien l'année européenne de West Ham. Je ne dis pas de remporter l'Europa League, mais de les voir encore prolonger là. Et donc, nécessairement, du coup, mettre un peu la 4e place sur le côté. Ils joueront contre Burnley ce week-end. Burnley, c'est peut-être la dernière chance parce qu'ils ont perdu un match quand même capital à Norwich le week-end dernier face à un concurrent direct. On termine avec Manchester Ils United. restent pas sur une défaite face à Brentford. À Brentford, pardon. À Brentford, oui, c'est ça. Ils ont été battus à Brentford, Mais West ils avaient Ham. perdu à Norwich juste avant. Oui, mais je peux juste peut-être dire un mot sur West Ham parce que je suis peut-être pas tout à fait en phase avec Julien sur le fait qu'ils vont être secoués à Lyon. Donc ça va être un match compliqué. Ouais. Moi, je voudrais revenir juste sur un mot sur cet effectif. West Ham, effectif, point d'interrogation, parce qu'ils ont une top équipe, mais il ne faut pas qu'il y ait d'absents. Non, effectivement, oui. Donc c'est ça un peu leur problème par rapport aux autres, je trouve, dans cette Oui, course. et Kurtzuma sera absent d'ailleurs. Et Kurtzuma Kurtzuma est absent pour le sera moment, absent. Voilà, Et qu'ils ont chaque fois que quelques jours pour récupérer parce qu'ils ont déjà joué énormément de matchs. Ils jouent tous les 3 jours. Ouais. Alors, Manchester United, est-ce que c'est la dégringolade parce qu'ils ont été battus à Everton et que Everton était l'équipe qui était battue par tout le monde jusque-là. Donc là, c'était peut-être aussi la dernière chance d'aller chercher le top 4 et il faut se faire beaucoup d'inquiétudes pour cette équipe qui semble avoir perdu complètement le fil conducteur. Depuis qu'il est là, Rangnick, il a gagné 47% des matchs de Première Ligue. Oui, c'est pire qu'avec Solskjaer. Vous voulez avant. un entraîneur qui est là sans être là, en fait. Oui, et C'est-à-dire qui qu'en sera fait, remplacé parce qu'on le sait depuis oui. cette semaine par Ten Hag qui a signé. Voilà. Mais Le donc, choix a c'est- été fait, le suspense est terminé. Ouais. De nouveau amusant. Tana qui, quand on a parlé de lui la première fois, il a dit non, je vais rester à Chelsea. Enfin bon. Tout ça pour quand même. À l'Ajax, hein, Ten Hag. À l'Ajax, oui, bien sûr. J'ai dit quoi? Chelsea. Ah, pardon. Non, simplement pour peut-être, par rapport à Manchester United, en tout cas faire le constat qu'ils ont pris quand même une sacrée claque à Everton, parce que cette équipe d'Everton ne va pas très bien, que donc du coup, il y a une forme de résignation peut-être qui s'installe aussi dans l'équipe. Et puis, je trouve de nouveau la déclaration de l'entraîneur après qui dit si on joue comme ça, franchement, on risque pas d'y aller dans ce top 4. Donc, tout le monde est en train de piquer un petit peu l'ego surdimensionné de certains joueurs. Oui, peut-être, ou c'est à double tranchant. Hein. C'est à double tranchant, bien C'est à sûr. double tranchant. Comme souvent dans Parce que en psychologie. piquer un joueur quand on est sûr qu'on est encore en place et qu'on est stable et qu'on est bien installé à sa place, ce que Conte a fait à Tottenham, parce que je pense que Conte n'était pas question qu'il s'en aille. En fait, c'est lui qui a piqué ses joueurs et qui les a bousculés. Ici, on a un entraîneur qui n'est pas du tout dans la même situation. Tout le monde sait qu'il va, voilà, avec l'arrivée de Tonkat, il va quitter. Donc piquer ses joueurs à ce il va moment-là. changer de rôle surtout. C'est ça qui est. Quel est son vrai rôle à Al Rangnick en fait Il va devenir consultant après, mais c'est assez mystérieux. Et d'ailleurs, c'est très critiqué par les anciens joueurs de Manchester United qui disent qu'on ne sait pas qui fait quoi dans ce Ça n'a club. pas de sens. Avec Fletcher qui a un rôle aussi consultant, Directeur directeur du football, sportif, hein, directeur c'est ça. technique, directeur du football. On ne comprend plus rien. Même eux ne comprennent plus rien. Mais je serais curieux en tout cas de voir, grâce à Christian, peut-être dans les jours, les semaines qui viennent, quelle a été la patte finalement Ralf Rangnick, parce que quand on regarde les matchs, et je trouve que l'entame de match à Everton n'est pas mauvaise, ils ont 2 grosses occasions, il y a des arrêts de Pickford qui n'a jamais plus fait un arrêt depuis 6 mois, qui fait des arrêts. Enfin, qu'elle ait souvent cherché le ballon dans ses buts, mais qui ne le touchait que comme ça, quasiment. Voilà. Et là, Manu qui perd 2 balles de Matic, et ça change le match. Un mot peut-être sur Manchester United, Christian, pour terminer l'émission.
On a vu que c'était quand même relativement limité dans les choix offensifs, hein. C'était toujours ce fameux passage par l'axe obsessionnel qu'on a démontré. Voilà, il a un peu apporté au début, il y avait quand même plus de ballons qui venaient par les flancs parce que les flancs étaient vraiment très faibles offensivement. Mais après, il retombe dans les mêmes travers. Et puis voilà, après, il y a la stabilité défensive. Ils encaissaient moins sur reconversion rapide. Puis après, ils reprennent des buts sur reconversion rapide. Puis ils enchaînent maintenant 5 matchs avec une victoire. Donc finalement, c'est toujours en fait la même question que je posais plus tôt dans l'émission. C'est est-ce qu'ils savent ce qui se passe ou est-ce qu'ils sont simplement les témoins d'événements qui s'enchaînent Acteurs ou ils sont un peu spectateurs. perdus, voilà. Oui, c'est ça. À ce titre-là, je rappelle à Christian, on a eu Christian Cabasselé en émission le mois dernier, et je lui faisais référence grâce à Christian à des chiffres, les chiffres de Watford en début de deuxième mi-temps. Donc juste à la sortie de la pause mi-temps, du discours mi-temps, les statistiques offensives, et c'est la seule équipe Watford qui n'ait jamais marqué cette saison. Eh bien, Christian n'était pas au courant du chiffre, mais m'a dit, ça me paraît logique ce que tu me dis, mais on n'a jamais eu l'information. Donc voilà, peut-être que les clubs professionnels de Première Ligue ne sont peut-être pas juste informés, et ça pose question. Ça paraît énorme, hein, mais Non, mais oui, enfin, c'est à peine étonnant, franchement. alors Mais- que nous, on est abreuvé de chiffres constamment. Oui, oui, mais eux aussi sont abreuvés de Eux chiffres. aussi, Mais le peut-être, problème, c'est c'est que peut-être ça. nous, on fait le tri dans les chiffres. Exactement. Et qu'à un moment donné, c'est ça qui est important, c'est de Ouais. faire le tri et de retenir les choses qui peuvent donner une dimension supplémentaire à votre collectif. Si c'est pour vous trouver noyé dans une masse de chiffres qui, pour finir, parce que voilà, c'était presque but, mais si jamais, et s'il y avait ci, et s'il y Ouais, avait ouais. ça, je rappelle que, non, je ne peux pas le rappeler ici, mais non, il y a une expression très connue qui dit si, voilà, on pourrait Avec mettre d'ici en coupe du bois, c'est pas ça? Oui, oui, ça doit être ça. Voilà. Mais non, je voudrais juste encore un petit mot, c'est que par rapport à ce que vous venez de dire sur Manchester United, c'est quand même incroyable. 7 matchs, toutes compétitions confondues, une victoire Ouais. pour Et- ce club qui est en train de sombrer quand Et même. j'irai encore plus loin, on a entendu le Higgins pressing à toutes les sauces au moment Oui, de Ralph c'était Rangnick qui le arrivait. pape du Ça- Gegenpressing. ça en Mais il faut devient- les joueurs pour ça. Et là, Oui, mais ça en devient effectivement, presque pathétique parce ouais. qu'on a entendu ce mot dans toutes les langues et au final. Mais ça peut se mettre en place si tu restes dans le projet. Mais si tu restes pas, les gars regardent leur montre en disant bon, écoute, encore quelques mois et puis Surtout qu'il y en a qui sont en fin de contrat ben voilà. et Donc, qui ont des gros contrats. c'est compliqué. En fait, on peut presque conclure là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, la stabilité, la manière dont on dirige et dont on montre finalement la cohérence des choix de la rédaction va avoir une application sur l'équipe aussi. Et donc, voilà. C'est la rédaction, vous avez dit. De la rédaction, j'ai Ouais. dit. De la direction. De la direction. La direction. Mais de la rédaction, rédaction aussi de aussi. temps en temps. La Bon, bah, moi je cohérence, terminerai. La cohérence, c'est le maître mot. Exactement. Moi, je terminerai par dire que pour Manchester United, c'est la semaine cruciale. S'ils ne parviennent pas à s'en sortir cette semaine, ce sera sans doute fichu. Face à Norwich ce week-end, à Liverpool mardi et face à Manchester Non, mais United Serge, le week-end j'espère d'après. quand même que face au dernier Norwich, Man United est quand même capable de nous en envoyer 5 au minimum. D'accord, c'est noté. Et On en Cristiano- reparle le week-end Cristiano prochain ou triplé. jeudi prochain. Cristiano D'accord. triplé. Allez, n'oublions pas évidemment de faire le rappel de tous ces matchs. Je vous l'ai dit, seulement 6 en Première Ligue ce week-end, c'est-à-dire samedi et dimanche, avec Tottenham, Brighton, 13h25 sur Divertissez-vous. Premier rendez-vous du week-end, Goals of the Day, avec notamment, il y a entre autres Arsenal à Southampton, Newcastle, Leicester et West Ham, Burnley dimanche. La suite. Parce qu'on jouera la semaine. Eh oui. Avant mardi, il y a quand même l'Europe des 11 lundi, parce qu'on va revenir sur les 2 demi-finales aussi de Cup dans l'émission. Donc c'est important de le signaler. Puis regardez quel programme en semaine. Liverpool, Manchester United. On va voir. Ça reste des matchs de prestige. Donc, Effectivement, c'est un c'est- match où tout peut arriver. Exactement, Même si c'est- Manchester United est dans une Exactement. mauvaise période. Exactement. Mais on verra jouer les équipes du top pendant cette semaine. Liverpool, Chelsea, Man City. Donc on est gâtés. Effectivement, il y aura donc de la Première Ligue quasiment tous les jours, avec en plus lundi le Déo qui reste un rendez-vous de tradition et sacré chez nous à l'époque de Canal+, de BTV et aujourd'hui jeudi de Sport World. prochain, PL Club qui va devenir un rendez-vous de tradition. De légende. De Ok, vous pouvez retrouver les légendes donc sur les réseaux sociaux aussi, avec Facebook, Instagram depuis maintenant quelques mois et Twitter. Vous connaissez les adresses, enfin si vous ne les connaissez pas, vous les avez vues apparaître. Voilà donc pour cette émission, je vous propose de se quitter. On a vu qu'il y a un Chelsea-Arsenal mercredi prochain.
Je vous propose de plonger dans notre séquence nostalgie pour terminer cette émission. Merci Jean-François. Merci, Serge. Merci Si Julien. vous lancez Eden Hazard, je rappelle que Eden Hazard et Arsenal, on a Vous cru savez à un quoi? Je vais moment. dire au revoir à Christian. Christian qu'on retrouve évidemment jeudi prochain. Salut Christian. Salut messieurs, bon match ce week-end. Merci. Je vais vous laisser terminer l'émission. Alors, c'est le but d'Eden Hazard, le plus beau but pour moi en Face tout à cas qu'il ait Arsenal, marqué face Au à Bridge. Arsenal. Alors je vois très bien de lequel vous faites allusion. C'est Non. février 2017 et je vous laisse conclure l'émission. Alors. Non, mais juste Eden Hazard qui, dans sa jeunesse, mais comme beaucoup à cette époque-là, était apparemment fan d'Arsenal. Et donc, Ah bon, vous m'apprenez quelque chose Eden là. Hazard face à Arsenal, mais ça donne ça. Est-ce que c'est de source sûre? Je ne sais pas, non. C'est le petit frère qui m'avait un jour glissé cette information au moment où il était encore Voilà à une Lille. info croustillante pour terminer C'était à l'émission. l'époque où il était à Lille et que s'offrait à lui plusieurs challenges. Il a finalement opté pour Chelsea, mais qu'à la maison, Arsenal était quand même... mais le jeu chatoyant d'Arsenal, époque Wenger avec les Fabregas, etc., ça faisait rêver tout le monde. Grand et petit. C'est bien Jean-François Kies. Bon, je vais quand même terminer l'émission. On se quitte donc avec ce but incroyable, ce superbe but, ce but de légende marqué par Eden Hazard face à Arsenal. C'était en février 2017. Passez une bonne soirée, un excellent week-end et à très bientôt. Bye bye. Hazard, creative, and running at Koscielny. Eden Hazard's gone all the way and scored a beautiful, beautiful goal. Sizzling solo work from Eden Hazard, one of the Chelsea players of his generation. Arsenal have no answer.